Il y a des êtres que l'on croise et que l'on oublie aussitôt. Et puis, il y a ceux qui laissent une trace, sans le vouloir, simplement parce qu'ils regardent plus profondément, parlent avec plus de silence, et ressentent ce que les autres ne savent même pas nommer. Ce sont eux, souvent, qui finissent seuls. Non pas parce qu'ils ne savent pas aimer, mais parce qu'ils aiment trop, voient trop, et que cela dérange. Cette voie est pour eux. Pour ceux qui se demandent pourquoi ils perdent toujours les gens qu'ils aiment. Et s'il ne s'agissait pas d'un défaut, mais d'un don mal compris? Et si ce qui te rendait rare était aussi ce qui te rendait seul? Ce paradoxe, aussi cruel qu'il est vrai, plane au-dessus de ceux qui portent en eux une intensité que le monde ne sait pas accueillir. On les appelle sensibles, lucides, profonds. Mais derrière ces mots se cache une expérience bien plus douloureuse, celle de constamment se heurter à l'incompréhension, à l'évitement, au rejet parfois silencieux, parfois brutal. Ceux qui ressentent trop ont souvent grandi en apprenant à lire entre les lignes. Ils perçoivent les silences qui pèsent, les regards qui dévient, les mots qui mentent. Ils ne peuvent s'en empêcher, leur esprit capte les nuances, leur cœur devine les intentions. Mais cette faculté, qui pourrait être un don, devient un fardeau quand elle rend les autres mal à l'aise. Car la vérité, c'est que peu de gens veulent vraiment être vus dans leur vulnérabilité. Et les âmes profondes voient tout. Le monde d'aujourd'hui aime l'éclat, la légèreté, l'instant. Il ne s'embarrasse pas des profondeurs, des interrogations métaphysiques, de l'authenticité brute. Il préfère les sourires polis aux silences intenses, les conversations légères aux plongées existentielles. Ainsi, ceux qui questionnent, qui ressentent, qui cherchent à comprendre, deviennent trop. Trop complexes. Trop denses. Trop vivants. Mais qu'est-ce que cela signifie, être trop? C'est entrer dans une pièce et sentir l'atmosphère changer. C'est pressentir ce que l'autre ne dit pas. C'est ne pas pouvoir se satisfaire de banalités, vouloir toucher l'essence de l'autre, sa vérité nue. Et c'est précisément cela qui dérange, cette capacité à désarmer sans attaquer, à percer les armures sans violence, à dire sans mots ce que les autres préfèrent taire. Alors les autres fuient, parfois sans comprendre pourquoi eux-mêmes. Ils s'éloignent de cette intensité qui les oblige à se voir tels qu'ils sont. Ils choisissent ceux qui ne les confrontent à rien. Ceux avec qui ils peuvent rester en surface. Et toi tu restes là, avec ce sentiment d'être de trop, d'avoir encore tout gâché, simplement pour avoir été sincère. Mais ce n'est pas ta sincérité qui blesse. Ce n'est pas ta profondeur qui détruit. C'est leur peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre le contrôle, peur de se voir dans le miroir de ton regard. Car dans ta lucidité, ils se sentent nus. Et personne n'aime être vu sans ces déguisements. Il est cruel de constater que plus tu es authentique, moins tu es compris. Que plus tu aimes avec pureté, plus tu es abandonné. Mais c'est là la vérité cachée, ce n'est pas toi qu'ils fuient. C'est leur propre reflet dans ta présence. Tu n'as pas tort d'être comme tu es. Tu n'es pas trop. Tu es simplement ce que peu peuvent supporter, car tu les amènes face à eux-mêmes. Et cela demande un courage que beaucoup n'ont pas. La profondeur n'est pas un poison. Mais pour ceux qui vivent en apnée, elle ressemble à une noyade. Tu les perds parce qu'ils ne savent pas respirer à ton niveau. Tu les perds parce que tu ne veux pas te restreindre à la surface. Alors tu apprends à rester seul. Tu apprends à te taire, à observer, à ne plus te livrer trop vite. Non par mépris, mais par précaution. Tu apprends que ton cœur est une cathédrale, et que tout le monde n'a pas envie d'y entrer. Et malgré la douleur, tu restes debout. Tu continues à aimer. À espérer qu'un jour, quelqu'un n'aura pas peur. Quelqu'un restera. Non pas malgré ta profondeur, mais à cause d'elle. Parce qu'au fond, tu ne veux pas être aimé pour les masques que tu pourrais porter, mais pour la vérité que tu es. Même si cela signifie perdre 1000 visages en chemin, pour en trouver un seul, qui voit au fond de toi et y reste. Il y a des regards qui comprennent sans qu'on leur explique. Des silences qui traduisent plus que 1000 paroles. Des êtres qui savent, sans avoir besoin qu'on leur dise. On les appelle lucides, comme si cette clarté intérieure était un choix. Mais souvent, elle est un héritage involontaire, le fruit d'années passées à deviner, à survivre dans un monde où la parole ne disait pas tout et où la vérité devait être trouvée ailleurs. La lucidité émotionnelle n'est pas un talent appris, ni un art perfectionné par volonté. Elle est une sensibilité née de la nécessité. L'enfant qui n'était pas écouté apprenait à lire les gestes. Celui à qui l'on mentait apprenait à percevoir les failles dans le ton de la voix. Celle qui grandissait dans l'incertitude s'attachait aux signes minuscules que d'autres ne voyaient pas. La lucidité est souvent le cadeau douloureux d'une enfance où la vérité ne venait jamais frontalement. Et alors on voit les nuances dans un simple regard. On sent l'hésitation derrière une réponse rapide. On entend la douleur dans une plaisanterie. On perçoit, comme une brise avant l'orage, le moment où l'autre commence à se détacher. Pas encore par ses mots mais dans la texture même de sa présence. Cette capacité à deviner, à ressentir, donne une étrange avance. On presse l'abandon bien avant qu'il ne soit visible.
On comprend l'indifférence derrière les sourires, l'éloignement derrière les présences. Cela protège, mais cela détruit aussi. Car lorsque tu vois l'effritement avant qu'il ne devienne rupture, tu es seul avec cette douleur précoce. L'autre est encore là, mais plus vraiment. Et toi, tu souffres déjà. La tragédie des cœurs lucides, c'est de porter en eux cette conscience constante des choses qui meurent en silence. Une relation ne se brise pas d'un coup, elle se fissure dans les petits gestes oubliés, les regards évités, les phrases incomplètes. Et les âmes lucides ressentent chacune de ces fêlures. Elles voient, là où les autres préfèrent ne pas regarder. Et c'est précisément cela qui dérange. Car dans cette vision claire, dans cette perception sans phare, il n'y a plus de place pour les masques. Et l'être humain aime ces masques. Ils le protègent, le rassurent, lui permettent de fonctionner dans un monde trop brutal. Mais face à une lucidité qui traverse tout, il se sent nu, observé, jugé peut-être même si ce n'est pas le cas. Tu ne cherches pas à juger. Tu ne cherches même pas à comprendre. Tu ressens. C'est là, comme une lumière intérieure qui éclaire l'obscur. Mais cette lumière, pour beaucoup, est trop crue. Elle brûle ce qu'ils voudraient cacher. Alors ils s'éloignent. Lentement, inconsciemment. Parce qu'être en ta présence, c'est être vu. Et tout le monde ne supporte pas d'être vu en entier. Alors, comme un oiseau qui ressent l'hiver avant qu'il n'arrive, tu te retires. Tu réduis ton intensité. Tu fais semblant de ne pas voir. Tu fais comme si tu n'avais pas senti ce changement dans la voix, ce frisson dans l'absence. Mais au fond, tu sais. Et ce savoir te déchire. Il te prive même du droit à la surprise, au déni, à l'espoir. Il t'oblige à accepter ce que l'autre n'a même pas encore admis. La lucidité est une clarté qui épuise. Elle offre la vérité, mais jamais l'oubli. Elle protège, mais elle isole. Car rares sont ceux qui peuvent vivre avec quelqu'un qui les voit entièrement. Et encore plus rares sont ceux qui peuvent aimer dans cette lumière-là. Mais il y a, parfois, une beauté secrète dans cette douleur. Une noblesse dans cette solitude lucide. Car voir, c'est aussi pouvoir aimer sans illusion. C'est choisir d'aimer quand on sait déjà que l'autre est imparfait, fuyant, blessé. C'est dire, je te vois, et je reste quand même. Et même si cela ne suffit pas à retenir l'autre, cela suffit à préserver l'intégrité de ton cœur. Tu ne perds pas les gens parce que tu es difficile. Tu les perds parce que tu es clair. Et cette clarté, même silencieuse, leur crie des vérités qu'ils n'ont pas encore le courage d'affronter. Alors tu avances, lucide et seul. Mais pas vide. Tu portes en toi cette lumière discrète des cœurs qui voient et qui aiment malgré tout. Tout le monde parle. Mais qui écoute vraiment? Le monde déborde de paroles. Des mots qui traversent l'air comme des feuilles mortes emportées par le vent. On parle pour combler le vide, pour meubler l'attente, pour éviter le silence, ce silence qui effraie, car il oblige à ressentir. On parle, oui. Mais écouter, écouter vraiment, c'est devenu rare. Presque archaïque. Et pourtant, chaque être humain porte en lui ce besoin profond, viscéral, presque infantile, celui d'être compris. Non pas entendu. Non pas approuvé. Mais compris. Vraiment. Avec tout ce que cela implique de nuances, de patience, de présence. Mais cette compréhension-là, quand elle est atteinte, peut parfois être un fardeau. Car elle rend les choses trop réelles. Trop claires. Trop lourdes pour ceux qui préfèrent rester dans les demi-teintes. Les âmes profondes, elles, ont soif de vérité. Elles veulent comprendre l'autre en entier, décoder ses silences, saisir les raisons secrètes derrière ses gestes, ses peurs, ses contradictions. Elles posent des questions qui dérangent, non pas par cruauté, mais par amour. Elles veulent créer des liens qui résistent au vacarme, des liens solides, lucides, honnêtes. Mais cette quête d'alignement absolu, ce besoin presque sacré de tout décortiquer, peut étouffer. Face à cette lucidité, certains reculent. Car tout comprendre de quelqu'un, c'est parfois lui enlever l'espace de respirer, l'espace d'être flou, imparfait, inachevé. Beaucoup d'êtres humains ne veulent pas être pleinement saisis. Ils veulent être aimés dans leur zone d'ombre, sans être contraints de les expliquer. Et là se glisse le paradoxe cruel. Comprendre l'autre en profondeur, c'est parfois le condamner à fuir. Parce qu'il ne se sent plus libre. Parce qu'il se sent enfermé dans un regard qui sait déjà. Parce qu'il préférerait être aimé pour ce qu'il prétend être, que pour ce qu'il est vraiment. Ceux qui aiment en surface vivent plus légèrement. Ils rient sans trop se poser de questions, se quittent sans drame, s'aiment sans autopsier chaque battement de cœur. Et cela peut sembler superficiel, mais c'est aussi une forme de grâce. Car dans l'incompréhension mutuelle, il y a parfois un espace sacré. Un espace où chacun peut encore rêver l'autre, le réinventer, le deviner, sans être obligé de tout dire, tout comprendre, tout ressentir. Les relations humaines reposent souvent sur un équilibre fragile de non-dits. Ce sont ces petits flous, ces zones d'ambiguïté, qui permettent la respiration. Celui qui veut tout éclairer avec la lampe de sa lucidité risque de dissiper la magie, de faire fuir ceux qui ne veulent pas être mis à nu. Mais que faire, alors,
lorsqu'on voit au-delà de la surface? Faut-il se taire? Feindre de ne pas comprendre? Se retenir de ressentir? Peut-être que l'art perdu dont il est question ici, ce n'est pas seulement l'écoute, mais l'acceptation de ne pas toujours comprendre. Peut-être faut-il parfois aimer sans décortiquer. Regarder sans analyser. Être présent sans pénétrer. Aimer, c'est peut-être aussi laisser l'autre être un mystère. Il y a une forme de sagesse dans le flou. Une élégance dans l'imprécision. Et parfois, ne pas tout savoir de l'autre, c'est lui offrir un refuge. Un espace où il peut respirer sans avoir à s'expliquer. Un espace où il peut exister sans être disséqué. Alors ceux qui ressentent intensément doivent apprendre cette forme d'amour plus douce, aimer sans saisir. Voir sans fixer. Comprendre sans enfermer. Et dans ce délicat équilibre, peut-être retrouverons-nous ce qui a été perdu, l'art de s'aimer sans se posséder, de se comprendre sans se réduire, de se frôler sans s'annuler. L'art silencieux, de l'incompréhension mutuelle. Il y a des vérités qui éclairent, et d'autres qui brûlent. Des visages qui rassurent, et d'autres qui dérangent. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas faire semblant. Ceux qui, dans un monde de sourires polis et de paroles creuses, continuent à parler avec le cœur nu. Ceux qui refusent les costumes, les rôles, les faux-semblants. Ceux qu'on admire, de loin. Mais qu'on rejette, de près. Être authentique, aujourd'hui, c'est presque un acte de rébellion. C'est parler vrai dans un monde saturé de façades. C'est oser être fragile sans se protéger. C'est dire « je t'aime » quand tout le monde s'abrite derrière des émojis. C'est pleurer sans honte, rire sans convenance, dire non quand il faudrait faire semblant. Et pourtant, cette vérité dérange. Elle dérange parce qu'elle ne laisse aucune place à l'évitement. Parce qu'elle force à ressentir, à regarder, à être présent. Être en face d'une personne authentique, c'est être arraché à la mise en scène sociale. C'est ne plus pouvoir se cacher derrière le « ça va » automatique, derrière les faux rires, derrière les conventions. L'authentique ne joue pas. Il vit. Et vivre ainsi, dans une époque où tout se filtre, s'arrange, se maîtrise, c'est dérangeant. Ce n'est pas ce que les gens veulent. Ils veulent du beau, du léger, du divertissant. Pas du brut, du vrai, du dense. Alors, peu à peu, ceux qui sont vrais se retrouvent seuls. Pas parce qu'ils sont détestables. Pas parce qu'ils font du mal. Mais parce qu'ils osent dire ce que les autres taisent. Parce qu'ils refusent de se plier aux jeux absurdes de la popularité, des apparences, de la conformité. Ils posent des questions qui ne trouvent pas de réponse facile. Ils voient les fissures dans les visages heureux. Ils tendent la main sans stratégie. Et cette absence de masque, cette sincérité immédiate, fait peur. Dans une société où tout est performance, même l'intimité devient une scène. Il faut séduire, plaire, rester fluide, ne pas être trop, ne pas être lourd. Il faut savoir doser l'émotion, maquiller la pensée, filtrer la profondeur. Mais ceux qui sont vrais ne savent pas faire ça. Ils arrivent entiers, ou pas du tout. Et souvent, c'est ce trop entier qui les met à l'écart. Ils ne sont pas formatés pour les demi-teintes. Pas faits pour les échanges où l'on s'évalue en silence, où l'on négocie la tendresse à coups de stratégie. Ils aiment sans calcul, souffrent sans bruit, espèrent avec intensité. Et cette intensité, dans un monde habitué à l'anesthésie émotionnelle, devient un défaut. Mais peut-être que ce n'est pas eux le problème. Peut-être que le problème, c'est ce monde qui récompense le faux, qui applaudit la superficialité, qui célèbre les masques. Peut-être que la douleur de ne pas être aimé vient justement du fait qu'ils ne savent pas trahir leur vérité. Qu'ils préfèrent perdre des relations plutôt que de se trahir eux-mêmes. Et c'est là que se cache leur force secrète. Car dans cette solitude née de l'authenticité, il y a une forme de pureté qui ne se vend pas. Une liberté qui ne s'échange contre rien. Ceux qui sont trop vrais dérangent, oui. Mais ils marquent. Ils réveillent. Ils laissent une trace, même chez ceux qui les fuient. On ne les aime pas toujours. Mais on ne les oublie jamais. Et il y a, dans cette marginalité, quelque chose de sacré. Quelque chose qui tient de l'art. Être vrai, dans un monde de masques, c'est être une œuvre brute, imparfaite, vivante. Une vérité qui coupe, qui guérit, qui transforme. Alors non, tu n'es pas trop. Tu n'es pas trop intense, trop direct, trop émotif. Tu es simplement ce que ce monde a oublié d'aimer, un être entier. Et même si cela signifie perdre ceux qui préfèrent les reflets au visage, les échos aux voix, les ombres au corps, cela signifie aussi que ceux qui restent, ceux qui osent t'aimer tel que tu es, t'aimeront pour la seule chose qui compte vraiment, ta vérité. Car au fond, être trop vrai pour être aimé, c'est surtout être trop vrai pour être aimé à moitié. Il y a un moment, après la chute, où le cœur ne veut plus rien entendre. Ce n'est pas qu'il ne ressent plus. C'est qu'il a trop ressenti. Trop fort. Trop longtemps. Chaque départ, chaque trahison, chaque regard qui s'éteint, s'est imprimé quelque part dans la chair invisible de l'âme. Et alors, le repli commence. Progressif, silencieux,
presque imperceptible. Comme un hiver intérieur que personne ne remarque au début. Ce détachement n'est pas une posture. Ce n'est pas une armure brillante, ni un masque savamment choisi. C'est un retrait. Une fatigue d'être trop présent dans un monde trop absent. C'est le choix inconscient de ne plus tendre la main, parce qu'on a appris, à force de plaies ouvertes, que même les mains les plus douces peuvent finir par lâcher. Alors on devient distant. Pas froid, mais loin. Pas dur, mais opaque. On rit encore, mais moins fort. On parle encore, mais sans livrer. On aime encore, en secret, sans faire de bruit. Et de l'extérieur, cela ressemble à de l'indifférence. On pense que cette âme est fermée, inaccessible, qu'elle ne veut plus s'attacher. Mais la vérité est tout autre. Ceux qui semblent les plus détachés sont souvent ceux qui ont aimé le plus sincèrement. Ceux qui, un jour, ont ouvert leur cœur en entier, sans condition, sans peur et qui ont vu ce cœur être ignoré, mal compris, ou brisé. Le détachement vient après. Comme un réflexe. Une manière de survivre. Une manière de dire, je ne peux plus me permettre d'être aussi vulnérable. Mais ce mécanisme de protection devient vite un piège. Car à force de se protéger, on devient invisible. Les autres, ne voyant plus la lumière, pensent qu'il n'y a rien derrière les murs. Ils croient que l'on ne veut plus d'eux, alors qu'on attend, au fond, un signe, un geste, une preuve qu'ils peuvent franchir la distance. Et ainsi, le cercle se referme. On s'éloigne pour ne pas souffrir. Et cette distance provoque précisément ce qu'on redoutait, l'abandon. Ceux qui auraient pu rester s'en vont, croyant qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et on se retrouve encore plus seul. Plus détaché. Plus silencieux. Mais que faire, alors, quand la douleur a construit des murs, et que le besoin d'être vu reste intact? Comment concilier cette envie d'aimer avec cette peur panique d'être à nouveau blessé? Il n'y a pas de réponse simple. Mais il y a une vérité à contempler, le détachement n'est pas l'absence d'amour. C'est une forme altérée d'amour, qui ne sait plus comment s'exprimer. Un amour timide, discret, presque honteux de lui-même. C'est un cœur qui bat encore, mais en secret, sans bruit. Et parfois, il suffit d'un regard honnête, d'une main posée sans jugement, pour que les murs commencent à vibrer. Pour que l'âme écorchée se sente, enfin, en sécurité. Ce n'est pas la force qui ouvre les cœurs fermés. C'est la douceur. La constance. Le silence partagé. Ceux qui se détachent ne veulent pas fuir. Ils veulent qu'on leur prouve qu'il existe un lieu, un être où l'on peut rester entier sans risque d'être brisé. Ils cherchent un refuge, pas un oubli. Ils veulent qu'on entende leur silence, qu'on voit leur absence comme une forme de présence blessée. Et peut-être que le véritable courage, ce n'est pas d'aimer sans peur. C'est d'aimer en ayant peur, mais d'aimer quand même. Lentement. Fragilement. Authentiquement. Le détachement est une cicatrice vivante. Il raconte une histoire. Et comme toute cicatrice, il n'efface pas la douleur, mais il témoigne de la survie. Et dans ce détachement, il y a aussi, parfois, une forme de sagesse, celle de savoir que l'on ne peut pas tout donner à n'importe qui. Que l'intimité est sacrée. Que l'ouverture du cœur doit être méritée, honorée, protégée. Alors oui, ceux qui sont écorchés se retirent. Mais ce retrait n'est pas un adieu. C'est un appel muet. Un appel à une présence différente. Une présence qui ne demande rien, mais qui reste. Et peut-être qu'un jour, cette présence trouvera la clé. Pas pour briser les murs, mais pour y entrer, avec douceur. Il y a un jour où l'on arrête de se battre. Non pas par faiblesse, mais par lucidité. Un jour où l'on comprend que courir après l'acceptation, c'est s'éloigner de soi-même. Que plaire à tout le monde, c'est se trahir un peu plus chaque fois. Alors, doucement, presque sans bruit, on se retire. Non pas du monde, mais de son jeu. On cesse de vouloir entrer dans des cercles où l'on ne rentre qu'en rognant les bords de son être. On ne cherche plus à séduire, à adapter son ton, à faire semblant de rire. On se détache des efforts invisibles, de ces petites violences quotidiennes qu'on s'inflige pour être aimé. Et ce calme arrive. Un calme étrange. Pas celui des plages ensoleillées ou des soirées entre amis. Non, un calme intérieur, profond, presque ancien. Il a le goût du renoncement, mais aussi celui de la vérité. Il ne console pas toujours, mais il apaise. On respire autrement. On regarde le monde sans l'envie d'y appartenir à tout prix. Mais ce calme est amer. Parce qu'il est né du constat que, parfois, être vrai signifie être seul. Que l'inadéquation n'est pas une étape, mais un état. Que l'on ne sera jamais totalement à l'aise dans les conversations légères, dans les fêtes trop bruyantes, dans les dynamiques de groupe où il faut jouer un rôle. On y a essayé. On a souri. On a fait semblant. Mais à l'intérieur, il y avait toujours cette sensation d'être un intrus, un invité d'une pièce qu'on ne comprend pas. Alors on choisit une autre forme de présence, plus discrète, plus sincère. On choisit les silences choisis plutôt que les bruits subis. On accepte d'avoir peu de liens, mais vrais. Peu d'écho, mais profond.
On ne cherche plus l'intensité dans la quantité, mais dans la justesse. Et ce choix, bien que douloureux, devient une forme de sagesse. Montaigne écrivait « Je suis malade de la multitude ». Schopenhauer allait plus loin, il disait que plus une âme est élevée, plus elle est seule. Non par orgueil, mais parce qu'elle ne trouve que rarement des échos à sa hauteur. Ce n'est pas une élévation qui se regarde, c'est une solitude qui se vit. Être inadapté, ce n'est pas être incapable. C'est refuser les codes qui ne nous ressemblent pas. C'est dire non au confort des normes, à la facilité du masque. C'est préférer une marginalité honnête à une appartenance travestie. Et dans cette inadaptation, on découvre quelque chose de précieux, la fidélité à soi-même. Même si cela signifie perdre des liens. Même si cela creuse des silences. Même si cela provoque des jugements. Parce qu'au bout du compte, le regard des autres ne remplit pas le vide d'une vie vécue à côté de soi. Alors on avance, un peu plus lentement peut-être, mais en accord avec son propre pas. On ne court plus derrière les invitations. On ne cherche plus à appartenir. On construit un monde à sa mesure. Un monde plus étroit, mais plus vrai. On préfère la profondeur d'un seul regard à la clameur des foules. La lenteur d'une amitié rare à la vitesse des amitiés numériques. Ce n'est pas un rejet de l'autre. C'est un recentrage. Un retour vers l'essentiel. Un choix silencieux mais fort, celui d'habiter sa propre vie, plutôt que de jouer dans celle des autres. Et ce calme amer, devient peu à peu un calme fertile. Il ouvre des espaces intérieurs que l'agitation avait recouverts. Il fait émerger des pensées, des élans, des rêves qu'on avait étouffés pour paraître normal. Il invite à la contemplation, à la lecture, à l'art, à la solitude créatrice. Être inadapté, c'est peut-être cela, être adapté à autre chose. À une vie plus simple, plus fine, plus authentique. Une vie qui ne se crie pas, mais qui se ressent. Et ce choix, au lieu d'être une défaite, devient une affirmation. Oui, je suis différent. Oui, je ne rentre pas dans les cadres. Oui, je préfère le silence à la comédie sociale. Et cela suffit. Parce que ce qui est vrai, finit toujours par trouver sa place. Même si cette place est à l'écart du monde.